Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. Monsieur Emmanuel Droit, je me présente, Chloé Willem, de Droit pour tous. Je vais vous poser certaines questions. On va commencer par la biographie. Donc, où êtes-vous né? Je suis né à Lille, ce qui n'est pas surprenant. Tu êtes né ailleurs. Et quand, par la date? Ça, c'est une question indiscrète. Alors, je suis né le 25 avril 1956, donc j'ai 52 ans, me semble-t-il, malheureusement. Ça va. Terrible. Vous êtes marié? Oui. Depuis combien de temps? Depuis très longtemps, puisque ça fait 31 ans que je suis marié, à la même femme, bien sûr. Félicitations. Et combien avez-vous d'enfants? J'ai 3 enfants, Mathilde, Baptiste et Fantine, qui ont respectivement 27, 25 et 21 ans. Donc, ce sont des grands enfants. Quasiment le même âge que moi. En quelle année vous avez eu le bac? À vos 18 ans, je suppose. Oui, à mes 17 ans en fait. Voilà, j'avais 17 ans, je me souviens. Je ne peux pas vous dire l'année exacte. Je dirais bien 73, 72. Et vous avez eu quel type de bac? C'était A? J'ai un bac A à l'époque qui était un bac latin. Parce qu'à l'époque, il y avait des bacs classiques et puis donc, il y avait le bac latin. Ça s'appelait le bac A. Vous avez eu la mention en fait? Oui, mais une toute petite mention. J'ai une mention assez bien, c'est pas extraordinaire. Vous avez eu votre doctorat en quelle année? Alors en fait, j'ai eu 2 doctorats. J'ai eu un premier doctorat en sciences politiques en 82. Et ensuite, je suis devenu docteur en droit public sur un autre sujet, pour lequel vous me connaissez, donc en 85. Et donc votre première vocation, c'était la science politique? Non, c'est le hasard des financements de recherche par le CNRS. On m'a proposé, parce que j'étais étudiant à l'époque, on devait faire à la fois de la science politique et du droit, on devait faire 2 masters, comme on dit aujourd'hui. Et oui, j'ai trouvé qu'on m'a proposé de subventionner une recherche et j'ai accepté. Mais ma première vocation, c'était le droit public au départ. Je suis revenu à mes anciennes amours après avoir fini mon contrat de recherche. D'accord. Et c'était quoi votre sujet de thèse? Enfin, vos 2 sujets de thèse du coup? Alors, le sujet de Sciences Po était amusant à l'époque, c'était sport et politique. Donc c'était une thèse de sciences politiques sur les rapports du sport et de la politique, et j'ai ensuite écrit beaucoup de choses là-dessus. Et mon sujet de droit, ça ne vous surprendra pas, était un sujet sur les fins de non-recevoir, c'est-à-dire c'est un sujet de contentieux administratif, de procédure administrative. Ok. Depuis quand êtes-vous professeur des universités? Alors vous savez que dans la carrière, on est assistant, puis maître de conférence, puis professeur. Donc professeur, j'ai été nommé en 1993. Ça fait déjà un certain temps. Et à quelle époque vous avez été doyen de la faculté de droit de Douai? Alors entre 95 et 97. Ah, bah, tout proche de... Ouais. Et depuis combien de temps vous êtes au conseil de fac de la faculté de droit de Lille 2? Alors j'ai dû en faire partie quand j'étais maître de conférence avant d'être nommé professeur à Douai, puisque j'étais professeur 10 ans à l'université d'Artois, pas très loin. Donc je crois que j'ai déjà été membre élu comme maître de conférence, et je suis évidemment élu au conseil de fac actuel depuis mon retour à Lille 2, je pense que ça doit faire 3 ans. D'accord. Depuis combien de temps vous faites cours en 2e année? Alors, depuis mon retour, hein, mais c'est vrai que c'est un enseignement que j'assure pratiquement depuis 15 ans, quoi, selon les différentes universités dans lesquelles j'étais. Et depuis combien de temps vous êtes président de jury des 2e années? Pareil, depuis 3 ans, je crois qu'à mon arrivée à Lille 2, faisant le cours de droit administratif et étant professeur, on m'a demandé d'être président du jury. Et depuis combien de temps êtes-vous avocat? Ça fait une vingtaine d'années, je crois, à peu près. J'ai été avocat après avoir été enseignant. Maintenant, on va passer à vos métiers. Donc, quel avantage avez-vous d'exercer à la fois le métier d'avocat et celui de professeur? Alors, je suis très content que vous me posiez cette question parce que, vous savez, quand quelquefois on fait le reproche aux praticiens d'être aussi praticien et universitaire, et moi je trouve que c'est une erreur absolue. Alors, il y aurait une première réponse facile, c'est de dire, imaginez un seul instant un professeur de médecine qui n'aurait jamais vu un malade. Est-ce qu'on trouverait ça crédible? Donc c'est vrai que je pense que pour enseigner le droit, c'est bien de l'avoir rencontré en vrai, soit comme notaire, soit comme magistrat, soit comme administrateur, soit comme avocat. Mais plus sérieusement, moi je suis très heureux de faire les 2 choses, parce que les 2 se complètent et se nourrissent l'un l'autre. Et je garnis mes enseignements de mes expériences pratiques, et évidemment mes connaissances théoriques universitaires me servent beaucoup devant les tribunaux. Donc moi je suis à fond pour ce type de cumul, à une condition bien sûr, c'est qu'on respecte ses obligations d'universitaire.
faire de la recherche, diriger des thèses, faire ses cours, être présent. Mais sous cette condition-là, moi je suis un inconditionnel du cumul, effectivement. Ça doit faire des journées bien remplies quand même. Oui, il faut travailler un peu plus. Ouais. Mais je vous dis, ça se garnit très très bien, ça se répond très très bien. D'accord. Et si vous deviez faire un choix entre les deux, si tant est que... Alors c'est très simple, ma première passion c'est l'université, ça a d'ailleurs été mon premier métier. Je fais toujours passer, dans les emplois du temps par exemple, ou dans les obligations, mon métier de prof avant. Donc j'ai une audience et un cours, je fais mon cours et je ne fais pas l'audience, sauf cas exceptionnel, et en tout cas pour des réunions importantes. Mais si on me demandait d'abandonner l'un et l'autre, à la date d'aujourd'hui, je me poserais la question. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'enseigne. Je trouverais ça tellement injuste qu'on me force à choisir que je ne sais pas quelle décision je prendrais. Mais dans mon cœur, mon premier métier, c'est celui de prof. D'accord, vous avez répondu à ma seconde question dans ce cas. Maintenant, on va partir. Et vous avez raison, parce que c'est une bonne question, car il y a une rumeur qui traîne au ministère depuis de nombreuses années sur une sorte d'idée d'interdire ce type de cumul. Alors moi, ça m'inspire deux remarques. La première, c'est que c'est stupide, pour la raison que j'ai indiquée précédemment. Et la deuxième, c'est qu'à mon avis, ce serait illégal de le faire rétroactivement. Donc la question, à mon avis, ne pourra se poser que pour les collègues à venir. Mais il faut savoir aussi que c'est un serpent de mer qui est toujours dans les tiroirs des ministères depuis longtemps. Donc, comme je le disais, on va passer donc on va se concentrer sur le métier de professeur. Donc pendant quelques questions, 3 peut-être que j'en enlevé une. Donc que vous pouvez vous reprochez quoi aux étudiants en général si vous, à mes étudiants ou aux étudiants en général? En général, à tous les étudiants, les vôtres, vu que... Alors, à mes étudiants, à moi, mais je les aime beaucoup, hein, en général, c'est vrai que c'est peut-être un certain manque de curiosité intellectuelle, mais bon, c'est-à-dire que... reproche quand même. C'est un reproche grave, oui, parce que ça veut dire que c'est vrai qu'on a un sentiment que quand on sort du strict cadre réglementaire, même pour faire des choses intéressantes, on n'a pas toujours autant d'intérêt qu'on pourrait l'avoir. Bon, mais c'est un reproche, je crois qu'on faisait aussi il y a 20 ans. Par contre, pour les étudiants en tant que catégorie, et notamment au conseil de faculté, puisque vous l'évoquez, je trouve quelquefois qu'ils n'ont pas toujours le sentiment de leurs intérêts profonds. Et il ne faut pas confondre les intérêts quotidiens avec des intérêts profonds. Je pense à ce qui est passé l'an dernier. Bloquer une faculté pendant un mois pour un prétexte qui était assez dérisoire, me semble-t-il, hein, puisque très honnêtement la loi LRU elle s'est appliquée et on mesure qu'elle n'a pas encore beaucoup d'effet sur votre vie de tous les jours. Vous vous rendez compte ce que représente bloquer une faculté pendant un mois. Donc là, c'est un reproche que je fais aux étudiants, hein, ce côté un peu catégoriel et au détriment de leurs intérêts profonds. Mais ça nous amènerait très loin. Hein. Oui, en fait, il y a plusieurs reproches dans ce cas. Ouais. Alors je leur reproche aussi d'être trop nombreux, mais c'est pas de leur faute, c'est la faute au système. C'est vrai que vous imaginez ce que ça représente pédagogiquement pour nous d'avoir des amphithéâtres de 7 à 800 personnes. C'est très très lourd à gérer, c'est beaucoup plus facile de faire cours à 50, hein, ou à 40. Ou à 30. Et au contraire, si vous aviez une chose positive à dire sur les étudiants. Ouais, je crois que... certains étudiants. Non, mais bon, évidemment, de toute façon, c'est vrai que dans ma fonction de rang magistral, je ne suis pas TD, donc je n'ai pas beaucoup de contact direct avec les étudiants, mais j'ai une impression, donc par rapport notamment aux meilleurs étudiants, j'ai le sentiment que, vous connaissez plein de choses qu'on ne connaissait pas nous, les langues en particulier. Il y a une meilleure maîtrise des langues qu'à notre époque, où on ne faisait pas de langue du tout. Oui, peut-être vous personnellement, mais la langue fait partie aujourd'hui des choses. Vous avez une très bonne maîtrise de l'outil informatique par rapport à nous, mais c'était balbutiant à notre époque, et ça c'est un atout. Donc vous êtes relativement ouvert à ça. Vous avez un grand sens de la défense de vos droits, ce qui est une qualité de votre point de vue. Voilà. Vous savez, j'ai des enfants qui ont votre âge, hein, donc c'est un mélange de bonnes et de moins bonnes choses. C'est toujours la même histoire. Que pense un homme de 50 ans, de gens de 25? On vous envie beaucoup, moi j'aimerais bien être à votre place. Si vous avez un conseil pour réussir votre matière, l'année, les années, la licence. Des conseils. Il y en a plein. Bon, le premier conseil, il est d'opportunisme, c'est qu'il ne faut pas louper les trains qui se présentent. Donc chaque fois qu'on vous ouvre une porte, un stage ou autre chose, qu'un prof vous dit ça m'intéresserait que vous travaillez sur ça, ou qu'il y a un train qui passe, prenez-le, parce que si on ne prend pas de train, on va nulle part. Si on ne prend pas les portes qui s'ouvrent, on va nulle part non plus. Donc ça, c'est un premier conseil. Le deuxième conseil, il est évident, il est méthodologique. Le plus important dans nos études, c'est de comprendre la façon de raisonner, plus que les connaissances. Elles sont toutes sur les banques de données juridiques. Bon, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Et puis la troisième, c'est d'y croire, parce que d'être motivé, parce que le droit, c'est passionnant. Moi, je reste persuadé que le droit, c'est passionnant. Voilà.
C'est déjà pas mal. Alors, apparemment, c'est une rumeur, je l'ai marqué sur ma fiche, vous auriez bien aimé être doyen de la faculté de droit ici à Lille 2. C'est une rumeur. C'est une rumeur qui a effectivement circulé, mais comme vous le savez, je n'ai pas du tout été candidat, je n'ai pas manifesté ni de candidature écrite ni orale. Vous y avez pensé quand même Non, absolument pas. À ce moment-là, pour être très très franc, je n'y ai pas pensé du tout. Il aurait pu avoir une hypothèse où si j'avais estimé que la faculté était en danger par les candidatures qu'il y avait, ce qui n'était pas le cas, tout de suite, peut-être que j'aurais, dans l'esprit de défense de ma faculté, je me serais dit, est-ce qu'il ne faudrait pas se présenter pour éviter ça? C'est pas le cas, car les candidatures qu'il y avait étaient tout à fait respectables, et donc j'ai voté pour l'un des candidats, comme chacun d'entre nous. Donc vous ne voyez pas du tout à la place de M. Bernard Bossu, c'est pas du tout. Bon, c'est pas la question de ne pas m'y voir, j'ai été doyen d'une faculté, donc je pourrais m'imaginer à sa place qu'il remplit très bien. Mais aujourd'hui, non, je ne m'y vois pas. D'accord. Et vous pensez donc que quoi? Enfin, c'est un peu indiscret, c'est pas très politiquement correct comme question, mais du fait qu'il soit doyen en ce moment, c'est une bonne chose, une mauvaise chose, il fait des choses bien, il fait des choses moins bien. Écoutez, déjà c'est bien qu'il se dévoue à le faire, parce que il faut le savoir, moi je peux le témoigner, j'ai été doyen, c'est un très gros travail, c'est 8 heures par jour consacrées à l'administration de la faculté, c'est un gros travail, et qui n'est pas facile parce que, vous le voyez au conseil de fac, il y a des tensions. Donc ça, sur ce plan-là, il faut lui rendre hommage. Évidemment, je ne donnerai pas de jugement sur la qualité de son administration, vous en doutez bien. Simplement, si vous êtes un petit peu attentif aux différents conseils de fac, vous apercevrez que très souvent, à titre personnel, puisque je ne peux parler que pour moi, je soutiens les propositions de l'équipe des Canals. En tout cas, pas toujours, hein, on peut arriver d'être en désaccord, mais globalement, je soutiens effectivement sa position. Qui est difficile, hein, il faut dire aujourd'hui, c'est très difficile d'être doyen d'une faculté. Pourquoi? Parce que le contexte est très mauvais, les facultés sont en danger, les universités sont en extrême danger. C'est une vraie question. Les crédits ne sont pas ce qu'ils devraient être. On a beaucoup d'étudiants. On a une concurrence, je le dis bien, déloyale des écoles de commerce en particulier. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de diriger une université ou une faculté. D'accord. Que pensez-vous apporter au conseil de faculté, à titre individuel? Une certaine expérience, parce que c'est vrai qu'à l'Artois, j'ai eu des grosses fonctions, puisque j'étais premier vice-président de l'université, j'ai présidé le conseil d'administration, j'ai présidé le conseil disciplinaire. Donc j'ai une certaine expérience dont je peux faire état. Ensuite, j'ai une profonde affection pour cette faculté dont je suis issu, car j'étais étudiant ici, il faut le savoir. Pas ici physiquement, puisque la faculté est là, mais j'ai fait toutes mes études à Lille, et donc je suis profondément attaché à cette faculté. Donc là, je pense que je peux l'apporter. Et puis c'est tout, je l'apporte comme tous les membres du conseil. Vous reprochez quelque chose au conseil de faculté ici? Ah oui, mais bon, je le dis d'ailleurs ouvertement, ce que je reproche, c'est que certains membres du conseil posent des tas de questions qui ne relèvent pas de la compétence du conseil et qui nous font perdre un temps fou. Quand vous passez 2 heures à discuter par exemple de la réforme générale des universités, ce qui ne relève pas de la compétence des facultés, il ne vous reste plus de temps pour parler des choses qui relèvent. D'ailleurs, les étudiants, je ne sais pas si vous étiez signataire, mais les étudiants eux-mêmes ont fait une pétition dans ce sens-là, et c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps un peu en opposition systématique. Je vous donne un exemple qui est facile à comprendre. Lors du vote du budget de la faculté, pas cette année puisque ce n'était pas le cas, mais l'an dernier, on a passé un temps fou à discuter des recettes sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise. C'est le ministère qui nous donne des recettes. En revanche, sur les dépenses, c'est très important. Mais comme on a passé un temps fou sur ce qui ne relevait pas de notre compétence, les dépenses ont été vues trop vite. Ça, c'est une perte de temps. Et ce n'est pas le fait du doyen, c'est le fait de certains membres du conseil. Au début d'année, le conseil de faculté avait été divisé en deux. J'avais été au deuxième, parce que je suis la remplaçante de qui est élue. Et ça m'avait choqué qu'on ait dû diviser, faire 2 parties, parce qu'ils n'avaient pas eu tant de premier, donc on a fait une deuxième partie, je trouve ça assez rigolo. Alors que, moi personnellement, je n'étais pas là à la partie 1, j'avais forcément des lacunes sur ce qui avait été dit, etc. En même temps, il faut respecter la liberté d'expression, mais dans la limite des compétences du conseil. Le conseil, sinon, c'est la place publique, si vous voulez. Et là, c'est vrai qu'il se transforme un peu quelquefois en place publique. Oui, c'est un peu débat un petit peu. Il y a d'autres endroits pour ça. Et qu'est-ce que vous pensez du rôle des élus étudiants? Vous avez en moitié répondu tout à l'heure, mais bon, je vous pose la question c'était j'ai pas grand-chose à leur reprocher, sauf peut-être un petit peu d'inertie, pour être très franc, parce que c'est vrai que sur ce genre de choses que j'évoquais, moi je serais très heureux de voir les étudiants dire écoutez, parlez des choses qui vous intéressent. D'ailleurs, ça commence à être le cas. Et je crois
crois qu'effectivement les étudiants doivent prendre la parole sur les choses qui relèvent de leurs compétences. Oui. Parce que, disons que le statut des profs ou des enseignants, ça intéresse très indirectement les étudiants. Donc, mais je trouve que les étudiants sont devenus plus sages qu'avant, parce qu'il y a 10 ans, quand j'étais doyen à Douai, je me souviens que les préoccupations des étudiants, c'était où mettre la machine à café, des choses extrêmement intéressantes, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même un peu plus de profondeur dans la remarque étudiante. Et vous pensez quoi, enfin, je ne sais pas si vous y êtes préoccupé du coup, mais du rôle des associations étudiantes ici Alors, je ne les connais pas bien, pour être très franc, et c'est peut-être d'ailleurs un aveu de ma part, mais c'est vrai que pour nous, enseignants, vous n'êtes pas très présents. En fait, je ne vous connais que par le canal du Conseil et de certaines de vos publications. Donc, par exemple, j'ai découvert la vôtre, et moi je trouve ça très bien. Hein. Je crois que c'est bien de faire Bon, je connais aussi le Cactus pour ses publications, évidemment, et la Corpo depuis toujours. Je dois dire que j'ai du mal à... Je pense que vous faites plein de choses dont nous, enseignants, n'avons pas toujours connaissance. Il y a peut-être un déficit d'information. Donc la dernière partie, donc je vais le réaliser, c'est pas grave. Sur la partie avocat, donc j'ai tout modifié. Donc j'ai préféré poser des questions sur les affaires qui pour vous a été la plus passionnante, même intéressante. Alors évidemment, la plus passionnante, c'est l'affaire du... Il y en a eu d'autres. Hein. C'est l'affaire du stade, parce que tout le monde en a parlé. Donc vous savez que j'ai représenté les associations qui ont attaqué le permis de construire du grand stade, et nous avons obtenu gain de cause après une procédure assez longue qui s'est finie au Conseil d'État. C'était une affaire passionnante, beaucoup d'enjeux, un adversaire de taille, Madame Aubry, qui était une ancienne ministre, Pierre Mauroy, et finalement le droit a triomphé. Et donc, c'est une affaire tout à fait passionnante. Mais évidemment, elle est connue parce qu'elle est très médiatique, mais il y a d'autres affaires dont j'ai eu à m'occuper, dont je ne peux pas vous parler parce qu'il y a quand même un secret professionnel, mais qui ont eu des très gros enjeux aussi, mais qui sont restés un peu plus discrètes. Notamment, pour vous donner une sensation, dans le domaine minier, où j'ai fait des choses depuis 20 ans assez importantes. L'affaire du stade, c'était aussi la plus difficile à plaider, ou il y en a eu encore plus difficile? C'est une affaire, oui, il y en a eu des plus difficiles techniquement, parce qu'au fond, l'affaire du stade, c'est une affaire de droit de l'urbanisme et de droit des monuments historiques. Donc, techniquement, j'en ai eu des beaucoup plus difficiles. J'ai des dossiers qui sont beaucoup plus compliqués. Elle était difficile à plaider parce que quand on était en salle d'audience, la salle était pleine à craquer, il y avait la télé, il y avait la presse, c'était chaud, il y avait la pression. Donc, pour ça, c'est difficile sur le plan nerveux. Mais en même temps, c'est une grande aventure parce qu'on a vécu des choses formidables avec l'association et c'est un grand souvenir pour moi. D'accord. Et ma dernière question, c'est souhaitez-vous rajouter quelque chose? Non, je vous remercie de cet entretien qui est une façon nouvelle, peut-être de livrer le sentiment d'un enseignant. Bon, je pense que j'ai essayé de répondre avec la plus grande franchise, mais en tout cas, je vous remercie de votre interrogatoire qui n'était pas trop méchant. Je vous remercie. D'accord.